de docteur et doctorant scientifique. Donc, je suis aussi docteur en biotechnologie. Donc, je me présente. Je suis Olfa Kileni. J'ai fait un parcours en tant qu'enseignante universitaire pendant 15 ans pour se décharger complètement par la suite de l'enseignement supérieur et s'occuper de la création d'entreprises qui a été fait sur la base de mes propres résultats de recherche. Donc c'était à la fin de mon parcours universitaire où j'ai commencé à travailler un tout petit peu sur le volet entrepreneurial et sur la valorisation de mes résultats de recherche, une partie des résultats de recherche brevetés pour la création d'une entreprise. Donc, cette entreprise-là, elle s'appelle Ketoprod et on est une entreprise qui travaille sur la valorisation d'une biomasse naturelle qui s'appelle le kétosane. Donc, je suppose qu'il y en a pas mal de vous qui connaissent déjà cette molécule-là. Et c'est une molécule qu'on extrait à partir de carapaces de crabes et de crevettes. Et par la suite, on la purifie et on la valorise sous forme de produits cosmétiques, de produits de bien-être, mais aussi des produits environnementaux comme des filtres, comme des biofertilisants. Et il y a plusieurs applications à cette molécule parce qu'elle est riche et elle nous permet d'élargir ce spectre d'applications. Donc, on est basé à Sousse, en Tunisie, et notre start-up est une start-up assez récente. Elle a un peu moins de 5 ans. Et voilà, donc j'ai commencé par valoriser mes résultats de recherche un peu dans les cadres des projets un peu tuniso-tunisiens ou tuniso-européens. Et j'ai appris beaucoup de skills qui m'ont permis de mener mon travail aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Et c'est grâce à ça que je suis en train aujourd'hui de vous parler de l'importance de l'étude de marché et de l'importance de l'étude de la concurrence. Donc, ces deux paramètres-là, je vais être un peu théorique dans la présentation, mais je vais me baser sur ma propre expérience pour vous donner un peu le retour de cette expérience-là sur l'importance de ces deux études pour pouvoir lancer avec succès un projet ou une start-up. Ça dépend de votre côté innovant que vous avez sur votre idée. Donc sans plus tarder, donc je vais un peu donner quelques généralités sur l'étude de marché et par moment, je vais un peu basculer sur ma propre expérience. Donc, l'étude de marché, elle a une importance capitale dans la gestion et la création d'une start-up. Et ça, c'est une étude qu'on fait avant de faire le lancement du projet, pendant le lancement des projets et on le fait tout le temps après le lancement de projet parce que l'étude de marché n'est pas seulement relative à la création de l'entreprise, mais elle est relative au produit. Donc, l'objectif, il doit toujours être la compréhension du besoin, cerner les attentes du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que votre solution, elle répond à un besoin bien particulier. Et pour savoir si votre solution, elle a cette caractéristique indispensable et nécessaire, il faut se baser sur une vraie étude de marché pour pouvoir analyser les comportements des potentiels clients. Donc, on est là en face d'une population inconnue, en quelque sorte pour nous. On doit d'abord comprendre de quoi ils ont besoin et est-ce que notre solution, elle est adéquate à ce besoin-là ou pas. Si c'est le cas, tant mieux. On va passer au niveau suivant. Si ce n'est pas le cas, il faudrait adapter notre solution pour que la solution, elle soit adaptée à la problématique. Donc, il faut tout le temps raisonner problème, solution. Donc, ça, c'est l'objectif d'une étude de marché. Une étude de marché peut se faire de façon qualitative comme elle peut se faire de façon quantitative. Donc, la première étape à faire, c'est de collecter les informations, mais c'est la méthode, c'est comment on va collecter et où on va trouver ces informations. Par moment, il y a des informations qui sont disponibles et c'est l'observation qui va nous permettre de collecter ces informations-là. Par d'autres occasions, il faudrait créer l'occasion
pour collecter ces informations-là. Donc, ce sont des informations qu'on collecte à travers des interviews. Ça veut dire on va questionner des gens, on va poser des questions pertinentes qui vont nous aider à avancer et à collecter des informations qui vont nous permettre d'analyser de façon correcte notre marché. Ou dans un autre cas, donc ça c'est one-to-one, mais dans un autre cas, c'est de faire des groupes de discussion pour pouvoir interagir à travers ce groupe de discussion sur la solution proposée et les attentes, plutôt sur les attentes du marché pour pouvoir à la fin collecter des informations pertinentes. On peut aussi se baser sur les réseaux sociaux, mais là, j'attire vraiment l'attention sur ça parce qu'il faut ne pas tomber dans la facilité et l'abondance de l'information sur les réseaux sociaux, elle laisse entendre que c'est facile à collecter comme information, mais on peut très, très facilement tomber dans le piège de l'amalgame. Il y a toujours des confusions et on ne peut pas trier dans la masse d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je dis, c'est un canal de collecte d'informations, mais à prendre avec beaucoup de précautions et il faut savoir filtrer l'information pour pouvoir à la fin réunir tous ces outputs pour pouvoir explorer à la fin les motivations réelles et profondes du consommateur. Le but ici, toujours, c'est de mettre en superposition la solution proposée et le besoin de la population sur laquelle je suis en train de travailler. La deuxième méthode, c'est la méthode quantitative et c'est là où on va parler de données. On n'est plus en train de parler d'une population de façon générale, mais on va parler de données qui vont nous permettre de déceler et de chiffrer des informations et des données fiables. Donc, la première source de collecte d'informations, c'est de formuler des sondages. Donc, et là, la pertinence d'un sondage, elle se repose sur comment vous allez poser votre question. Il faut vraiment faire attention à l'aspect rédaction de ce sondage-là et faire de sorte qu'il n'y ait pas deux lectures pour une seule question ou pour une seule information. Donc, collecter des informations pour que ça puisse faire la distinction entre une population et une autre population selon un critère bien déterminé. Donc, il faudrait cibler toujours une information avec un sondage. Donc, il ne faut pas essayer de faire plusieurs types plusieurs informations dans un seul sondage. Donc là, il faut absolument faire attention à cet outil-là qui peut être extrêmement pertinent si on arrive à faire le tri et à cibler notre population. Par la suite, il y a des questionnaires et là, la population, elle est un peu moins importante, donc on réduit l'effectif et on va vers une série de questions-réponses, une série de questions pour lesquelles on attend des réponses et ça va être quelque chose de plus approfondi, on fonce un tout petit peu vers la profondeur pour pouvoir cibler le maximum notre information. Et donc, ces questionnaires-là, ils vont nous permettre de collecter une masse d'informations très importante qui va nous amener à la troisième étape qui est l'analyse de données. Et c'est un point extrêmement important. C'est collecter les informations, mais après, il faudrait pouvoir analyser ces données-là pour sortir de cette collecte d'informations des analyses fiables qui vont nous permettre de se baser sur ces informations-là pour pouvoir par la suite élaborer un business plan qui va me permettre de déterminer mon plan d'action pour la création ou pour la mise en place d'un nouveau produit sur un marché. Il y a certaines entreprises qui ont du mal à faire tout ce circuit-là par faute du temps ou parce qu'ils peuvent se donner les moyens pour plusieurs raisons. On peut acheter ces informations-là. Et donc, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la collecte de ces informations-là. Donc, vous pouvez formuler votre demande, vous pouvez donner avec précision les attentes que vous avez pour cette étude-là et vous achetez soit des informations qui sont déjà disponibles sur des plateformes spécialisées, soit que vous faites appel à des bureaux qui sont là pour faire cette étude de marché à votre place. Et donc, il y en a plusieurs
qui sont fiables et qui sont existants même à échelle internationale et pour lesquels on peut vraiment faire appel pour pouvoir formuler une bonne étude du marché. Donc, par la suite, il faudrait obligatoirement traduire ces informations-là en un business. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'exploitation de ces données-là. Et donc, à partir de ces informations-là, on va pouvoir par la suite segmenter le marché. Ça veut dire quoi segmenter le marché? Ça veut dire essayer de trouver le moyen ou les critères qui vont me permettre de diviser ma population en plusieurs groupes homogènes. Donc, ça veut dire quoi un groupe homogène? Ça veut dire que je peux identifier chez ce groupe-là des points d'intersection qui vont me permettre d'adapter mon offre à cette population-là. Et donc, c'est un point, c'est la première partie la plus importante après avoir collecté les informations, c'est de cerner chaque population et trouver le moyen de faire le groupage de ces populations-là selon des critères que je me suis fixé. Et toujours, l'objectif, c'est de étudier convenablement le marché et exploiter cette masse d'informations. Cette segmentation de marché, elle va me permettre par la suite de mesurer avec le maximum de précision la taille de ce marché et la croissance de ce marché. Ça veut dire que à la fin, je dois répondre à une question. Je représente combien dans ce marché-là? Ça veut dire si moi je vais imposer, enfin, je vais mettre sur le marché un produit et ce produit-là, il a déjà des concurrents, soit directs, soit indirects. Mon étude, elle va me permettre de mesurer de façon un peu grossière au début, donc de façon un peu générale, et par la suite, on va voir comment ça va se faire pour que ça soit beaucoup plus ciblé. Et donc, la question à laquelle je dois répondre, c'est que même si c'est théorique, je suis en train de cibler quel pourcentage de ce marché-là pour mon produit ou pour ma solution, que ce soit un produit ou un service. Et c'est pour ça que je parle du volume du potentiel. Quel est le volume sur lequel je suis en train de tabuler? Et par la suite, quelle est la valeur générale du marché? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fiable ou pas fiable? Est-ce que c'est un marché qui mérite d'être exploré ou les dépenses vont être beaucoup plus importantes que le retour? Donc, il faudrait segmenter le marché pour pouvoir mesurer la taille de ce marché-là et pour pouvoir par la suite mesurer ma taille à moi dans ce marché-là. Et donc, c'est très, très important de savoir se mesurer dans cette masse d'informations-là. Par la suite, le troisième volet qui va me permettre d'exploiter ces données-là, c'est de voir les tendances de ce marché-là. Un marché, c'est jamais statique. Donc, il faudrait savoir dans quel sens le marché il est en train d'évoluer, quelle est la vitesse de son évolution et au cours de cette évolution-là, quelles sont les nouvelles tendances ou quelles sont les tendances qui vont être abandonnées. Et c'est très, très important comme ça a été, je cite au passage le cas de Nokia qui n'a pas su comprendre à quel point le marché il a changé de tendance et elle n'a pas su adapter sa solution à la vitesse d'évolution. Et quand elle a fait cette adaptation-là, le marché il était déjà exploité par d'autres concurrents et donc elle n'a pas su dénicher en quelque sorte ou garder déjà sa place ou elle n'a pas pu décrocher une place à côté des géants qui se sont installés parce que le marché il était déjà ouvert. Et donc il y a certaines tendances qui sont très très importantes à prendre en considération. C'est ce qu'on appelle l'influence sur la demande. Dans certains pays, il y a une influence comme celle de la digitalisation, comme c'est le cas surtout en Asie. Et donc, si on n'a pas un outil qui répond à cette nouvelle tendance et à cette influence sur la demande, on pourrait être écrasé très facilement. Donc, il faudrait vraiment faire attention à cette tendance pour pouvoir adapter toujours la solution à cette nouvelle tendance.
Il y a un autre exemple que j'ai cité en bas, c'est le comportement écologique. Dans certains pays, l'influence, elle est plutôt dans le côté écologique. Ça veut dire, si on va mettre sur le marché un bon produit, de façon générale, sans préciser le produit lequel, mais qui ne répond pas à des exigences qui sont devenues des banalités dans certaines populations, comme par exemple avoir avoir un emballage écologique ou avoir du plastique recyclable ou des choses comme ça. Donc, il faudrait obligatoirement suivre cette nouvelle tendance, suivre cette évolution vers le volet écologique et ne pas négliger l'influence sur ma demande. Donc, je dois toujours m'adapter avec la nouvelle influence et suivre la tendance du marché. Ça ne veut pas dire obligatoirement faire comme les autres, mais s'il y a des règles comme c'est le cas pour le comportement écologique, l'intégration de certains produits dans des pays européens ou autres, si ça ne répond pas à un cahier de charges bien particulier, c'est que ça sera une barrière à l'entrée obligatoirement. Donc, ce n'est pas un choix, mais il faudrait élaborer une étude de marché au préalable pour pouvoir prendre en considération ces points-là et les intégrer dans ma solution avant de proposer ma solution sur ce marché-là. J'ai cité dans ce slide-là 3 exemples qui sont très intéressants, qui montrent à quel point l'étude pourrait impacter, elle pourrait faire dévier en quelque sorte la stratégie de l'implantation d'une filiale à l'échelle internationale. Je prends pour commencer le cas de McDonald's qui a décidé de s'implanter en Inde. Et donc, comme tout le monde le sait, l'Inde, c'est un potentiel extrêmement important vu le nombre de populations dans ce pays-là. Et le McDonald's, il s'est payé une étude de marché qui lui a coûté extrêmement cher, mais qui était stratégique et très importante pour la réussite de l'implantation de ses filiales en Inde. Et cette étude-là, elle a révélé quoi? Elle a révélé que la population indienne, dans une majorité, elle est végétarienne. Donc, alors que McDonald's, son argument de vente, c'est toujours le steak dans le hamburger. Donc, c'est soit à base de bœuf, soit à base de porc. Donc, la première décision stratégique qu'ils ont prise, c'est de supprimer le bœuf et le porc pour ne pas se heurter avec les coutumes de cette population-là. Et ils ont rajouté à leur menu des menus végétariens. Pas seulement ça, mais ils ont affiché cette tendance-là et ils ont montré à la population indienne qu'ils respectent leurs traditions et ils respectent leurs croyances et ils ont fait une séparation dans les cuisines et ils ont montré ceci au consommateur final. Ils ont fait cette séparation-là pour tout ce qui est partie végétarien, il est de côté, et les parties non végétariens, ils sont de l'autre côté. Et ils ont pris en considération aussi les goûts de la population indienne et ils ont intégré les épices qui sont complètement différents aux habitudes occidentales. Donc, ils ont intégré des épices dans la cuisine et ils ont même été allés jusqu'à changer le pain qui est une icône dans le monde, le pain du hamburger. Et donc, ils ont proposé des solutions pour pouvoir intégrer ces épices-là. Ils ont changé ce pain-là avec des galettes de pommes de terre pour pouvoir intégrer ces épices et répondre au goût du consommateur. Et de plus de ça, ils ont montré que l'étude de marché, elle a montré que si il va manger dans McDonald's, c'est pas pour la nourriture parce que la nourriture, elle existe énormément dans les rues. Il y a beaucoup de food street dans les rues indiennes, alors que ils ont exploité ces informations-là pour créer des espaces familiales. Ça veut dire que les sorties pour McDonald's, ce n'est plus pour manger réellement, mais c'est pour se partager un bon moment en famille. Et donc,
McDonald's, elle a pris en considération toutes ces informations-là, elle les a analysées, elle les a traduites en plan d'action, elle a révisé sa stratégie d'implantation de filiales selon l'étude de marché pour créer une filiale de McDonald's avec des menus végétariens, avec des séparations de cuisine et avec des espaces familiales. Et ce n'est plus un fast-food comme pour le reste du monde. Donc, c'est grâce à l'étude de marché que McDonald's il a réussi à s'implanter en Inde et il s'est intégré dans les habitudes et dans le décor, en quelque sorte, de la population, dans la population indienne. Donc, ça, c'est une étude de cas. Une deuxième étude de cas, c'est Starbucks, qui est une enseigne qui offre un café vite fait. Donc, vous pouvez vous arrêter, prendre un petit café et au passage, comme ça, sans prendre beaucoup de temps pour ça. Et donc, elle a une étude de marché avant de s'implanter en Chine. Donc, l'objectif, c'est de s'internationaliser, mais de toucher la population chinoise. Le premier point qui est sorti de l'étude de marché qu'elle a mené en Chine, c'est que les Chinois, ils n'aiment pas le café. Ils n'ont pas cette affinité avec le café, mais plutôt avec le thé. Et donc, normalement, ça devrait s'arrêter là. Donc, les Chinois ne boivent pas de café, donc j'ai rien à faire en Chine. Ben non, l'étude de marché, elle a montré qu'il y a une possibilité de s'intégrer dans le marché chinois à condition de revoir sa stratégie. Donc, ce n'est plus un point où tu peux prendre un café rapidement et partir au boulot, mais il devrait être plutôt un endroit où on se rencontre, un endroit où on déguste quelque chose de différent. Et c'est pour ça que Starbucks, elle a fait des espaces et elle a même sacrifié en quelque sorte sa charte graphique et son idée et elle l'a adapté au goût du chinois et elle a inséré dans son menu des gâteaux qui sont inspirés du thé. Donc, ils ne sont pas trop dépaysés, mais les consommateurs, ils viennent pour déguster autre chose et elle a affiché ouvertement l'origine internationale des produits, et que les gens, ils viennent partager un bon moment dans un espace convivial pour prendre un petit gâteau sucré et même ils ont même rajouté plus de sucre parce qu'ils ont montré, l'étude elle a montré que les Chinois ils consomment les produits un peu plus sucrés que le reste du monde. Donc ils ont rajouté du sucre dans les produits et ils ont fait des gâteaux qui sont inspirés du thé. Donc tout cela a permis à Starbucks de s'installer confortablement dans un marché qui était qualifié au départ d'un marché hostile qui n'était pas vraiment ouvert à ce genre d'enseigne. Et elle a réussi son implantation et elle est devenue une destination pour pouvoir déguster quelque chose de différent et de nouveau dans un endroit convivial. Ce n'est plus un petit passage par un comptoir pour récupérer un café au passage. Donc, c'est devenu un endroit où on s'installe et on déguste et on voit à quel point les choses ils sont différentes dans le monde. Donc, c'est un moment de partage et de rencontre plutôt qu'un café au passage. Donc, ça, c'est le deuxième étude de cas pour l'implantation de la filiale Starbucks en Chine. Le dernier exemple, c'est aussi un exemple de Nike qui a fait une étude de marché très impactante sur sa décision pour pouvoir vendre ses produits en Chine. Alors, l'étude de marché, elle a montré que les Chinois, ils ne sont pas du tout dans la compétition. Donc, le sport, pour les Chinois, c'est un social, c'est plutôt un moment de partage, c'est un bien-être, c'est quelque chose qui est implanté dans leurs habitudes. Donc, ils ne sont pas dans la compétition. Alors que Nike, elle a basé toute sa stratégie de marketing et de commercialisation sur ce côté-là sport de compétition. Donc, elle a adapté sa tendance grâce à une étude de marché qui a montré qu'il faudrait
revoir la stratégie, il faudrait revoir les designs, il faudrait revoir le canal de communication avec les potentiels clients. Donc, grâce à cette étude, Nike, elle a revisité tout son plan d'action sur la Chine et elle a communiqué avec la population à travers leur propre réseau de communication, à travers leurs propres moyens et leur façon de communication. Elle a fait des designs spécialement pour la population chinoise, tout en ayant les couleurs qui attirent le consommateur chinois. Elle n'a pas du tout essayé d'imposer ses propres modèles. Elle a fait des modèles spécialement pour la population chinoise en prenant en considération les préférences de couleurs, les habitudes, les designs et même le côté un peu caricatural par moment que les chiens il adore. C'est un peu comme les mangas. Une bonne tranche de la population jeune, ils vivent un peu dans le rêve du manga. Donc, ils ont impliqué des artistes chinois pour pouvoir adapter toutes ces informations-là. Et donc, ils ont fait des designs qui répondent à ces attentes du marché pour pouvoir offrir un produit qui répond aux attentes du marché. Donc ça, c'est le troisième exemple qui montre que quand on fait une bonne étude de marché, on peut élaborer une stratégie qui nous permet de s'implanter avec succès. Donc toutes les données qu'on peut voir de première lecture comme ça, ils disent que ni McDonald's, ni Starbucks, ni Nike peuvent s'installer dans les pays où ils ont ciblé, les pays qu'ils ont ciblés. Mais grâce à l'étude de marché, ils ont revu leur stratégie, ils ont revu leur façon de faire et ils ont adapté leur stratégie d'implantation pour à la fin réussir, et ils ont bien réussi, ils sont bien installés dans ces deux destinations-là. Donc, ça, c'était trois exemples, pardon, pour vous montrer à quel point l'étude de marché, elle pourrait impacter l'implantation. Donc, si je me permets, je vais rajouter un troisième exemple qui me concerne. Donc, au cours de notre évolution, nous avons envisagé partir sur l'export avec nos produits que nous estimons qu'ils sont de très bonne qualité et qui sont capables de convaincre le client libyen. Donc, nous sommes partis faire une prospection terrain avec nos produits et nous avons remarqué que le design du produit, la qualité l'odeur du produit, la qualité de la crème, elle n'est pas exactement comme l'attente de cette population-là. Et donc, au lieu d'aller, donc au départ, on est parti pour montrer de quoi on est capable, de montrer et d'afficher fièrement la qualité de notre produit. Mais au retour, on est plutôt rentré avec beaucoup d'échantillons, beaucoup d'informations, beaucoup de données que nous avons analysées et nous avons adapté notre stratégie d'implantation sur le marché libyen grâce à cette étude de marché-là. Et nous sommes encore en train de faire de la mise à jour à ces informations-là pour toujours collecter les nouvelles tendances du marché et offrir le produit qui correspond à ce marché-là. Et donc, les produits qui sont vendus aujourd'hui en Libye, ils répondent exactement aux besoins du Libyen et pas forcément à celui du Tunisien, bien qu'on ait deux populations très proches, mais les attentes de cette population-là ne sont pas exactement les mêmes que la nôtre. Et donc, c'est pour ça que j'insiste énormément sur l'importance de l'étude de marché pour pouvoir conquérir un nouveau marché ou pour s'implanter de façon générale. Donc, une étude de marché n'est pas isolée. Une étude de marché, elle va en parallèle de la concurrence. Donc, quand on parle du marché, il faudrait obligatoirement parler aussi de l'étude de la concurrence. Donc, juste pour résumer un tout petit peu, c'est quoi l'analyse de la concurrence? Donc, l'étude de la concurrence, je l'ai résumée en une seule phrase. C'est une analyse stratégique qui permet de déterminer l'environnement de l'entreprise pour ajuster le plan d'action
selon les forces et les faiblesses de soi-même et de ses concurrents. Donc, il y a des mots-clés là-dedans qui sont très importants pour l'analyse concurrentielle. Donc, c'est une analyse stratégique, ça veut dire c'est un plan stratégique qu'on est en train de chercher à élaborer et déterminer quels sont les points forts et quels sont les points faibles de mon produit ou de ma solution ou de mon service et quels sont en contrepartie les points forts et les points faibles des concurrents. Donc, la première étape dans une étude concurrentielle, dans une étude de la concurrence sur un marché bien déterminé, c'est d'identifier les concurrents eux-mêmes. Donc, si moi, je connais super bien mon produit, je connais très, très bien les points forts de mon service ou de mon produit. On va parler produit de façon générale, mais ça pourrait être un service aussi. Donc, si moi, j'ai une extrême connaissance de ma solution, alors je devrais être capable de chercher quels sont les concurrents qui ont des produits similaires sur le marché, soit que c'est de façon directe, soit de façon indirecte. Donc, quand je dis de façon directe, ça veut dire des produits similaires. Quand je dis indirect, ça veut dire c'est un produit dérivé. C'est un produit qui peut remplacer mon service, mais il n'est pas exactement identique. Donc, c'est pour ça que j'ai différencié les concurrents en deux catégories, la catégorie directe et la catégorie directe. Donc, ça pourrait être similarité sur le plan identité, ça pourrait être similarité sur le plan produit ou service. De façon générale, quand on parle d'un produit direct, ça veut dire le consommateur final, soit qu'il va acheter mon produit, soit l'autre produit directement. Ou de façon indirecte, ça veut dire que mon produit, il pourrait être remplacé par quelque chose qui n'est pas exactement la même, mais qui pourrait combler d'une façon ou d'une autre le besoin du consommateur. Donc, comment je pourrais identifier ces concurrents? C'est grâce à leur campagne publicitaire. Au cours de ces campagnes publicitaires, le concurrent, il va afficher fièrement ses points forts. Donc, il offre à ses concurrents une liste des points forts sur lesquels on va. Donc, c'est vraiment le point le plus important dans une campagne publicitaire, c'est de faire focus sur les points forts qui sont les arguments de vente que le concurrent il est en train d'afficher fièrement. On peut aussi se faire aider par les réseaux. Et là, encore une fois, je prends ça avec beaucoup de précautions. Il faut faire attention à la masse d'informations et aux fausses informations sur les réseaux. Par la suite, on pourrait aussi suivre les concurrents sur la télé ou aussi suivre les influenceurs qui peuvent communiquer sur certaines marques ou sur certains pour pouvoir lister les points forts de ces concurrents-là. Mais c'est toujours plus facile de dénicher les points forts que les points faibles d'un concurrent. Et donc ici, il faudrait trouver d'autres indicateurs, il faudrait trouver d'autres moyens pour collecter les points faibles des concurrents. Mais là, il faudrait entrer plus dans les détails et aller vers l'analyse des produits. Donc, ici, on va analyser les produits, on va voir la gamme, soit que c'est plusieurs produits dans une seule gamme, donc soit c'est une gamme de produits. Là, on va aller produit par produit comprendre les points forts et chercher les points faibles de ces produits-là. On va voir comment on peut les collecter. Et il faudrait fixer les KPI, il faudrait fixer les points sur lesquels on va faire notre sélection. Ça pourrait être la qualité, ça pourrait être le point fort de notre concurrent, la relation avec les clients, ça pourrait être le service complémentaire qui va avec le produit qu'il offre, ça pourrait être le service après-vente aussi qui est le point fort. Donc, il faudrait fixer tous ces points-là et suivre à la loupe ces différents points pour pouvoir dénicher le point fort de mon concurrent parce que ça va me permettre de se distinguer. Et la façon la plus fiable dans l'étude
l'étude de la concurrence, c'est d'entrer dans les groupes et de collecter les avis. Donc, il y a toujours, et ça, ce sont les réseaux qui vont nous permettre de faire ça. Donc, il faudrait prendre le temps, il faudrait suivre avec beaucoup de soin les retours sur le retour des consommateurs ou les avis de ces consommateurs-là sur ces produits concurrents. Il y a certains outils qui sont disponibles sur Internet et qui peuvent permettre de faire ces analyses-là. Et c'est la matrice, j'ai pris un exemple, c'est ce qu'on appelle la matrice BCG, Boston Consulting Group, qui a été créée pour pouvoir répondre à certains besoins dans l'étude concurrentielle et permettre de placer le produit selon leur part du marché. Je vais y revenir par la suite sur cette méthode-là. Et un autre point très important, c'est d'étudier les prix des concurrents. C'est très, très important pour une étude concurrentielle, c'est de se positionner par rapport aux concurrents, par rapport au prix, par rapport au rapport qualité-prix, par rapport à la promotion que le concurrent il est en train d'offrir, par rapport à la fréquence de ces promotions. La réduction, elle va jusqu'où et qu'est-ce qu'il est capable de donner comme gratuité. Et ça, par exemple, pour notre secteur, je bascule un tout petit peu pour notre user case. Donc, on fait de la vente de produits parapharmaceutiques à travers des dealers, on est obligé de s'aligner parce que le grossiste, il a cette habitude-là que le fournisseur lui donne des gratuités. Donc, certaines marques, elles offrent une pièce pour 10 pièces achetées, d'autres marques, elles offrent elles offrent une pièce pour 6 pièces achetées, et certaines marques, elles peuvent aller jusqu'à offrir une pièce pour 2 pièces achetées. Donc, cette gratuité-là, elle pourrait être des freins d'entrée dans un nouveau marché pour un produit. Donc, on s'aligne, nous, par rapport à cette habitude que les autres concurrents ils ont installé dans la distribution en grande quantité pour les produits. Je parle bien de produits parapharmaceutiques et je ne généralise pas. Donc, on est obligé de s'aligner, sinon ça pourrait être une barrière à l'entrée qu'on va se mettre nous-mêmes si on ne s'aligne pas avec cette tendance. C'est soit comme si vous arrivez avec une stratégie complètement différente qui vous sort du lot et c'est coûteux et c'est beaucoup plus difficile de faire cette intégration tout en étant complètement différent des autres. Donc, ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Donc, l'étude de la stratégie et de la distribution pourrait également être un point très important dans l'étude de la concurrence. Donc, comment le concurrent il est en train de toucher sa population. Est-ce qu'il a des points de vente? Est-ce qu'il passe à travers les plateformes en ligne? Est-ce qu'il offre, est-ce que sa marque elle est vendue sous forme de franchise? Est-ce qu'il vend sur les réseaux sociaux? Il donne des exclusivités. Donc, tous ces points-là, ils vont vous permettre de la dimension de vos concurrents sur le marché potentiel. Donc, ces différents points, si on va les lister, ça va être les points sur lesquels on va toujours faire la mise à jour par rapport à ces points-là. Donc, on doit les lister, on va répondre à chaque point par point et on va tout le temps revoir chaque point s'il a évolué ou pas dans un sens ou dans l'autre. Donc, je reviens à un des modèles qui pourrait être utilisé pour pouvoir analyser la concurrence. Et c'est le modèle BCG qui a été créé, ce modèle-là, depuis 1960 et qui demeure jusqu'aujourd'hui un modèle fiable. Donc, ce modèle-là, il va nous permettre de diviser le marché sur quatre segments. Le premier segment, c'est ce qu'on appelle les vedettes ou les stars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une marque ou un produit qui va avoir une forte pénétration sur le marché avec un fort taux de croissance et c'est vraiment la partie la plus importante, c'est la partie la plus forte
et c'est le chiffre d'affaires, c'est les KPI, ils changent complètement quand on a un pouvoir financier qui va nous permettre cette pénétration forte sur le marché. De plus, si avec ça, il y a une forte demande sur le marché. J'attire votre attention sur les positifs et les négatifs de part et d'autre des axes. Donc ici, on est sur plus la vedette, le maximum sur le plan pénétration de marché et le maximum sur le plan croissance du marché. Par la suite, on a une autre catégorie qu'on appelle les vaches. Ça veut dire c'est une très forte pénétration sur le marché, mais ça va être limité un tout petit peu dans le temps. Donc, la croissance, elle n'est pas exponentielle, c'est quelque chose qui stagne un tout petit peu, mais la présence, elle est là, le chiffre d'affaires, il est là. On va essayer d'exploiter le maximum le marché parce qu'il est ouvert face à nous, mais on n'est pas certain que cette intégration sur le marché, elle peut pérenniser. Donc, ça pourrait être aujourd'hui un produit très demandé, mais ça pourrait changer d'un jour ou l'autre. Et donc, c'est exactement le cas que nous avons vécu pendant la crise Covid. Donc, pour les industries qui se sont mis à faire les gels hydroalcooliques, et ben c'était une très forte pénétration du marché, une très forte demande, mais la croissance de ce marché-là, elle s'est arrêtée d'un seul coup, elle s'est arrêtée brutalement, et donc c'était une vache à lait pendant une période bien déterminée, mais dépasser cette période-là, ce n'est plus le cas et donc le produit n'est plus demandé, aussi demandé parce que ça y est, le Covid est derrière nous. La troisième catégorie, c'est les catégories dilemmes. Donc, les dilemmes, c'est ce qu'on appelle une faible pénétration du marché dans un marché à forte croissance. Donc, ici, c'est plutôt une pénétration mesurée, une pénétration qui pourrait être très bien calculée. C'est plutôt pour dénicher un tout petit peu, pour comprendre un tout petit peu le marché. Et donc, dès que le marché il va être positif, il va être favorable à la croissance, donc l'investissement pourrait suivre, l'intégration et le dilemme pourrait facilement virer vers la vedette s'il y a un pouvoir financier derrière. Et ça, c'est très important. Sinon, il tombe vers le point mort. Et donc, ça veut dire qu'il y a une faible pénétration, mais avec un marché qui n'a pas été exploité, avec une croissance qui est restée faible. Pas faute au marché, mais plutôt c'est faute à la stratégie d'intégration de ce produit-là sur le marché. Donc, si vous arrivez à segmenter votre marché sur 4 catégories, vous pouvez vous situer par rapport à ça. Donc, si on va remplacer chaque terme sur cette figure-là par une marque. Donc, si vous faites l'exercice vous-même, vous allez remplacer chaque lettre par une marque en particulier. Vous allez pouvoir vous positionner sur ce diagramme-là. Vous allez dire, ah, moi, je suis plutôt vache à lait ou plutôt dilemme ou plutôt vedette ou quelque chose comme ça. Donc, si on traduit ceci en un plan réel qui traduit votre produit, vous pouvez vous positionner dans ce modèle-là. Et donc, c'est le modèle qu'on a appelé le modèle BCG et qui reste toujours très fiable et vous permet de faire la ségrégation et la segmentation de votre marché. Alors, une analyse concurrentielle, c'est une analyse qu'on élabore tout le temps pour une stratégie bien déterminée. L'objectif, c'est d'élaborer la stratégie. Et cette stratégie, elle pourrait être un des 4 cas. Donc, c'est une stratégie qui pourrait être une stratégie de différenciation. Ça veut dire que j'ai une proposition complètement différente de ce qui existe sur le marché et je cible avec mon produit la distinction. Donc, ça veut dire que les concurrents, ils vont être tous d'un côté et moi, je serai d'un autre côté. C'est une stratégie qui nécessite énormément d'efforts en marketing parce que là, vous allez être amené à éduquer votre clientèle et à changer ses habitudes.
Donc, si lui, il a déjà l'habitude d'acheter des concurrents et vous allez débarquer avec une nouvelle solution, bien qu'elle répond à un besoin bien déterminé, bien qu'elle résout le problème de façon plus fiable ou de façon plus rapide que la solution du concurrent, vous allez être amené à investir de façon très, très importante dans la communication et dans le marketing pour pouvoir afficher et convaincre avec la différenciation que vous avez des différents concurrents. Donc, c'est une stratégie qui se respecte, mais c'est une stratégie qui nécessite énormément d'investissement en marketing et en communication. Le deuxième type de stratégie, c'est une stratégie d'innovation. Et là, on est absolument dans un nouveau produit, on est sur quelque chose de complètement nouveau et ça pourrait être le cas pour la population que nous avons aujourd'hui dans ce cours-là, parce que vous êtes tous des scientifiques, vous êtes tous des gens qui réfléchissent et qui ont déjà des solutions innovantes qui pourraient complètement changer les habitudes. Et donc là, c'est de l'innovation qu'il faudrait protéger, il faudrait afficher ouvertement que c'est une innovation protégée, il faudrait que ça soit écrit sur l'emballage, mais ça coûte encore plus cher que la stratégie précédente parce que vous allez installer quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Et donc, c'est à vous de convaincre avec cette stratégie-là pour pouvoir implanter votre solution sur un marché bien déterminé. Ça se fait, c'est pas impossible du tout, ça se fait, mais ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de patience, ça nécessite beaucoup de pouvoir financier pour pouvoir atteindre les objectifs par la suite. Mais une fois la mayonnaise, elle prend, c'est vraiment, vous allez devenir immédiatement la vedette parce que vous avez créé votre propre marché et vous avez éliminé toutes sortes de concurrence à votre produit. La troisième catégorie de stratégie, c'est la stratégie de spécialisation. Ça veut dire vous avez une connaissance au préalable du marché, mais de façon extrêmement précise, qui va vous permettre de vous spécialiser dans une catégorie bien déterminée et vous allez être presque l'unique dans cette catégorie-là. Donc, c'est une stratégie de spécialisation pour trouver des marchés sur lesquels les concurrents, ils sont faibles. Et là, je vous ramène vers ce que je disais tout à l'heure, et il est beaucoup plus facile de savoir quels sont les points forts du concurrent, mais beaucoup plus difficile de connaître ses points faibles. Mais le jour où tu connais les points faibles de votre concurrent, vous allez travailler dessus et vous allez mettre un produit qui va combler cette défaillance chez votre concurrent et vous allez vous distinguer par rapport à lui. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une spécialisation et cette catégorie-là, en industrie pharma, par exemple, on l'a vu dans les industries qui ont fait une spécialité des pansements cicatrisants à base de chitosane. Donc, ils ont montré que toutes les industries pharmaceutiques qui font des pansements, c'est d'un côté, mais les pansements à base de chitosane sur le marché, c'est autre chose. Ça veut dire c'est un produit de niche, c'est un produit qui est très recherché et on va chercher un pansement pour les gens qui ont des escarres à force d'être allongés sur le dos ou des choses comme les grands brûlés, des choses comme ça. Donc, il y a certains produits de spécialité et vous allez choisir cette spécificité pour se distinguer de tout le reste. Et dernière catégorie, c'est une stratégie de domination. Il y en a certaines marques actuellement en Tunisie qui ont choisi cette stratégie-là, qui n'est pas forcément plus simple, qui n'est pas forcément coût, mais elle va permettre à cette enseigne de s'implanter de façon extraordinaire dans un temps très, très court en baissant les prix. Donc, c'est une stratégie d'économie, donc une économie d'échelle. C'est une stratégie de domination par la compétition des prix par rapport à la concurrence. Donc, c'est une étude, comme tout à l'heure, on a dit, il devrait obligatoirement faire l'étude des prix.
les rapports qualité-prix, qu'est-ce qu'on offre comme gratuité, quelles sont les réductions, les fréquences et tout ça. Donc, toutes ces données-là vont permettre d'élaborer une stratégie de domination si on choisit de partir sur une domination par rapport au prix pour qu'il soit beaucoup plus compétitif que ce qui existe déjà sur le marché. Là, on va dire qu'on n'a pas une meilleure solution, on n'a pas un produit meilleur, mais on a uniquement prix. Et il y a beaucoup de marques qui se sont un tout petit peu mis les bâtons dans les roues à cause de stratégie d'extension de leurs activités où ils ont baissé le prix pour pouvoir casser la concurrence. Ils ont réussi dans un premier temps, mais par la suite, le consommateur, il est éveillé, il sait faire la différence par rapport à la qualité. Donc, il sait que s'il va payer un tout petit peu plus cher un produit, ça veut pas dire qu'il est en train de gaspiller son argent, mais il est en train d'acheter un produit plus durable ou un produit de meilleure qualité ou un produit qui va lui permettre de résoudre son problème plus rapidement. Donc, une stratégie de domination des coûts est une stratégie qui pourrait présenter certaines menaces pour la brand. Donc, pour analyser ces marchés-là, il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode de portée. Donc, la méthode de portée, elle se repose sur les 5 forces. On appelle ça les 5 forces de portée, qui est un outil d'analyse stratégique. Et cette analyse stratégique, elle va permettre de faire l'évaluation de la concurrence sur un marché bien déterminé. Et là, le plus important, c'est de cerner le service ou le produit et le marché cible. C'est une méthode qu'on utilise souvent quand on veut introduire un produit dans un marché export particulier. Donc là, c'est cerné, c'est connu, c'est pas une gamme de produits, mais c'est un seul produit sur un seul marché. Et donc, on va pouvoir élaborer une étude en se basant sur la méthode de portée qui a été élaborée par Michael Porter, qui est un professeur en stratégie de l'entreprise de l'université de Harvard. Et il utilise cette méthode-là pour pouvoir faire l'analyse stratégique externe. C'est ce qu'on appelle, nous, le jargon, les audits externes. Donc, cette méthode-là, elle va permettre d'élaborer un plan en se basant sur les 5 forces, et c'est une étude qui se fait en 5 éléments, avec précision. Mais une précision, la précision ici, elle dépend de la précision du marché et du produit. On doit obligatoirement pas s'étaler sur plusieurs marchés ou sur plusieurs produits. Plus l'input est ciblé et plus l'output est précis. Donc, on va analyser avec précision les opportunités et les menaces pèsent sur une entreprise. Est-ce que ce marché-là et ce produit-là, ils sont en adéquation ou pas? Et donc, pour le porter, donc on va voir l'objectif final, c'est de mesurer le degré de rivalité avec les concurrents. Pour pouvoir faire ceci, il faudrait mesurer avec le maximum de précision la menace que pourrait être présente à travers des nouveaux entrants. Donc, ça veut dire que si moi, je vais intégrer mon produit sur le marché, est-ce que je serai le seul à le faire ou est-ce que je suis déjà en face de concurrents qui vont déjà implanter la même solution? Deuxième composante, c'est de voir la menace des produits sur notre produit. Donc, la menace de produit directe et la menace de produit indirect. Ça veut dire, si moi, ma solution, elle n'est pas unique, si ma solution, elle a déjà des similaires ou des homologues sur à quel point ces produits-là, ils présentent une menace pour mon produit. Par la suite, si je veux donner le maximum de chances à mon produit de s'installer face aux concurrents, il faudrait travailler sur 2 volets extrêmement importants qui sont le client d'un côté et le fournisseur d'un côté. Et ils sont vraiment comme une balance.
Et plus je suis dans cet esprit de négociation, et plus j'augmente mes chances pour réussir face à mes concurrents. Donc, je dois pouvoir négocier avec des clients. Négocier, là, elle englobe toutes les données. Elle englobe le prix, elle englobe la qualité, elle englobe le rapport qualité-prix, elle englobe le packaging, tout ce que j'ai comme composante dans mon produit. Il faudrait que ce soit intégré dans ma négociation avec le client pour pouvoir décrocher le maximum de ce client-là. Et d'un autre côté, je devrais être capable de décrocher le minimum de mon fournisseur. Ça veut dire, plus j'achète avec un prix bas et plus je vends avec un prix important, et plus ma rivalité, elle est plus importante. Donc ici, il y a une marge à gagner grâce à cette balance-là entre le pouvoir de négociation avec le fournisseur et le pouvoir de négociation avec le client, tout en se protégeant d'une menace, d'une nouvelle entrée sur le marché de façon directe ou de façon indirecte avec des produits de substitution. Ça, c'est le modèle porté au porteur, chacun il la prononce comme il veut. Et donc, c'est un modèle extrêmement intéressant. Vous pouvez lire plus sur ce modèle-là. Je vous ai rajouté un lien en bas du slide. Donc, voilà. Donc, pour faire l'étude de marché et l'étude de la concurrence, il y a certains outils qui sont très communs. Donc, l'étude de marché et l'étude de concurrence, ils sont complémentaires et nécessaires pour l'implantation ou pour l'insertion d'un produit ou un service dans un marché. Donc, je vous ai cité sur ce slide-là. Madame Olfa, oui, tfadal. Si on peut accélérer un petit peu pour pouvoir… On est sur le dernier slide. Très bien. Et prendre une question de maximum. Voilà. Donc ici, vous avez certaines adresses pour pouvoir collecter des informations, pour pouvoir chercher des sources fiables de l'information. Par la suite, ça c'est pour les sources de données. Les outils, il y a des outils qui sont incontournables comme le SWOT. C'est une analyse extrêmement importante qu'on fait à tous les niveaux. C'est les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Il y a une autre catégorie d'analyse sous forme de PESTEL, là où on intègre le socio-économique, le culturel, les technologiques, l'écologique et le légal pour faire des benchmarking réussis. Donc, pour étudier les concurrences, il faut toujours analyser les données sur Google Trends. Donc, ça vous donne des choses qui vous ressemblent, qui ressemblent à votre service. Donc, ayez le réflexe d'utiliser Google Trends pour pouvoir analyser les concurrents et utiliser plutôt les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou les plateformes de vente qui vous informent avec précision sur la dimension et la taille de votre concurrent et son pourcentage dans le marché le marché de cible, le marché que vous ciblez vous-même. Et donc voilà, j'ai fini et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Olfa, pour cette présentation et pour les informations partagées. Donc malheureusement, puisqu'on a débordé un petit peu et pour pouvoir bénéficier le maximum des sessions individuelles qui sont tout de suite, donc on va passer directement avec les mentors qui sont là. Donc, je vais vous inviter sur scène pour vous expliquer un peu le principe rapidement et on démarre directement la session. Donc, vous allez rester juste là, Madame Olfa. Il n'y a pas de souci. C'est une session privée, en fait, donc on va devoir couper le live. Alors, donc, j'invite Monsieur François, Madame Monet. Donc, Madame Monet, Monsieur François, Madame Olfa, vous êtes sur scène. Et alors. Oui, bonjour. Bonjour Olfa, bonjour François. Bonjour Emel. Salut Monet. Bonjour Wafé. Alhamdulillah. Bonjour à tous. Bonjour. Madame Jihen, elle est sur scène aussi. Donc, Hichem. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jihen. Juste, je vérifie si le live est coupé ou pas pour pouvoir démarrer la session suivante.
Ça fait plaisir de te revoir, JN. Bon, ma caméra, je suis connectée sur le fixe, il n'y a pas de webcam. Puisque Le apparemment plaisir est partagé, Madame Mounet. Merci et bravo pour la présentation de ce matin. La formation était Merci assez beaucoup. intéressante. Merci. Bon, il y a Alors, eu tous beaucoup de les belles experts, formations. tous les experts sont là, donc vous avez 1 heure du temps pour tous les experts. Donc les doctorants, ils vont rejoindre leur groupe comme hier. Donc vous allez juste rester dans votre salle. C'est l'expert qui va vous rendre visite. Vous allez parler avec 2 experts en total. Donc vous allez laisser le temps que vos collègues parlent de leur projet. Donc juste, on va passer à l'étage tout de suite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Donc, Emel, juste une question. Vous allez nous diriger directement vers nos salles? En fait, il faut juste cliquer sur faire double-clic en fait sur la salle et vous pouvez la rejoindre directement. Ok, ça marche, d'accord. Et pour tous les doctorants, on vous invite s'il vous plaît de ne pas bouger pour être dans votre salle avec le banc expert. Madame Olfa, vous avez reçu la répartition, donc il faut juste checker. C'est idem pour Monsieur François. Donc, merci aussi bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de regarder l'heure. Bon, on a débordé un petit peu, ça va se décaler du coup de 10 minutes. Donc, au bout d'une demi-heure, on change de salle. Donc, on va changer à 16h10, c'est ça? Exactement. On va rejoindre les salles maintenant. Et chaque salle, elle a le nom du groupe devant la salle. Et il suffit de double-cliquer et on bouge. Ok, ça marche. Juste Monsieur François et Madame Olfa, vous me confirmez, vous avez reçu la répartition? C'est bon? Là, je ne sais pas où est-ce que je dois double-cliquer. Non, pas ici. Juste pour l'instant, on est en train d'expliquer le principe. Dès que j'arrête, je vous dis, vous allez rejoindre, vous allez voir le template. D'accord. Oui, l'étage en fait. On peut y aller directement à Mal déjà et Ok.